Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors, moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de notre groupe. Je suis ancien joueur de foot américain avec les Molos d'Anières et aussi les Falcons de Bran. Et j'ai aussi un peu joué au rugby. Et je suis très content d'être là avec mon ami Théo. Super content Thierry d'être là avec toi, donc ancien joueur du Racing, du PUC aujourd'hui, c'est important, on va voir pourquoi, et d'autres clubs et surtout, comme on dit, le cœur ovale. Théo, je suis super content. On a eu un invité aujourd'hui qui a quand même joué dans le NFL. On a pu avoir une interview avec Richard Tardit. Oui, c'est complètement dingue. On a vécu une interview incroyable. Richard Tardit, que vous allez découvrir, c'est le seul Français jusqu'ici qui a joué en NFL, c'est-à-dire dans la ligue professionnelle de foot américain. Et c'était dans les années 80, autant dire il y a une éternité, même si c'est encore un jeune homme, comme vous allez le voir. Et il a fait plus qu'un voyage à l'époque. C'était quasiment aller sur Mars, pour un petit Français du Sud-Ouest se retrouver aux États-Unis comme il l'a été. On va voir, c'est jalonné de coups de chance, de coups du sort, et aussi de beaucoup de courage et de force de caractère. Donc on a fait ce voyage avec lui et ça a résonné de manière très étonnante avec toi, Thierry, qui est à l'origine de ce podcast. C'est trop long. Franchement, j'étais bouche bée tout le long. Et parce que vraiment, il m'a déjà déjà en tant que joueur de foot américain en France, tout le monde connaît Richard Tardit. Donc si on suit le Super Bowl par exemple, il commentait le Super Bowl et pour moi donc son histoire de vie est vraiment incroyable aussi parce que c'est un peu mon vécu mais à l'envers, on va dire. C'était intéressant de voir c'était intéressant de voir comment il était étranger dans un nouveau pays comme moi en venant en France, mais sauf l'opposé, c'était lui aux États-Unis. Donc c'était vraiment super chouette. Et aussi étranger dans un sport. C'est ça qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que on le voit dans son histoire, il a pour lui des jambes et une tête, mais il arrive là-bas, il connaît rien en fait. Donc c'est ça qui est complètement étonnant dans son histoire. Nous allons partir sur un super voyage. Richard a été très généreux avec son temps. On a décidé de couper en 2 morceaux, donc nous allons faire 2 épisodes, donc là aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc revenez pour la semaine prochaine aussi. Préparez-vous quand même parce que je pense que vous allez avoir la banane pendant 45 minutes. Donc nous sommes très contents d'être là aujourd'hui avec Richard Tardit. Donc bonjour Richard. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Théo. Salut Théo. Oui, salut Thierry, salut Richard. Donc on est content d'être là pour parler de rugby, mais aussi un peu de foot américain, parce que Richard, vous avez joué au foot américain. Mais tout d'abord, vous avez grandi à Biarritz. Tout à fait, au Pays Basque, en fait, où j'ai appris à jouer au rugby et entre autres d'autres sports, parce que c'est une région quand même de sportifs, comme vous le savez. Mais le rugby, c'est un peu le sport un peu principal du Pays Basque, et donc j'ai eu la chance de jouer donc au Biarritz Olympique. Ensuite, à travers le système de sport-études, j'ai été au sport-études de Bayonne pour finir donc mon système lycéen jusqu'au bac où j'ai fait sport-études. Et après, avec la projet un peu de ma carrière, puisque j'ai été sélectionné avec l'équipe de France junior en 84, avant de partir aux États-Unis, quoi, en fait. Et alors, un peu de pelote basque aussi, Richard, à cette époque? Toujours, parce que tout le monde en fait, et puis on continue toujours à en faire, que ce soit du trinquet ou de la Gistera, Yoko Garvi, ça fait partie, vous savez, on a la chance d'être une région où il y a beaucoup de sport, beaucoup d'endroits pour faire du sport, et je pense une volonté et un esprit un peu de tous les gens autour de vous pour faire du sport. Donc on touche un peu à tous ces sports-là. C'est bon pour la coordination, la pelote. Exactement, c'est l'ancêtre du cross-training en fait. Vous voyez, aujourd'hui on fait du cross-training. Tout à fait. Mais là on faisait plein de sports différents qui vous permettaient de vous préparer pour votre sport en fait. Alors moi j'avais une petite question pour débuter notre entretien. Est-ce qu'à l'époque, dans tout début des années 80, quand tu joues au rugby à Biarritz, est-ce que tu as l'idée d'être un jour peut-être rugbyman professionnel? À l'époque ça n'existait pas, mais sportif professionnel. Est-ce que tu rêves de faire du sport la grande affaire de 20 ans de ta vie ou pas vraiment? Oui, complètement. De toute façon, à l'époque, malheureusement, c'est un peu toujours comme ça 40 ans plus tard, mais la seule carrière possible pour les sportifs de haut niveau, c'était de faire l'UREP, c'est ce qui mettait dans le staff, je crois, et pour devenir prof de gym. Votre club s'engageait en général à vous faire redescendre dans le sud rapidement. Et puis bon, c'était un peu c'est ce sur quoi tout le monde rêvait, de faire une carrière dans le monde du rugby, jouer dans son club,
le club en général vous trouvait un petit boulot. C'était ça le sport professionnel hein, à l'époque en fait, c'est de récupérer un emploi à travers votre club quoi. Ouais, donc c'était déjà un peu dans tes plans. Mais c'était le plan de tous les sportifs à cet âge-là, hein, c'est de pouvoir de continuer à faire du sport et le seul moyen c'était d'avoir un travail qui vous permette de revenir plus rapidement chez vous pour pouvoir pratiquer ce sport à haut niveau. Le rugby était le sport dans notre région qui était le plus haut niveau, puisque le foot c'était sur Bordeaux, bon, qui n'était pas la porte à côté, donc pour être parmi les meilleurs sportifs, le rugby était vraiment le seul moyen en fait. Et j'avais une question par rapport à la suite, parce que vous étiez à Biarritz et après en équipe nationale junior. Et pourquoi d'un coup de partir vers les États-Unis? Alors en fait, donc moi j'étais sélectionné l'année de mon bac en 84 dans l'équipe de France junior. Là-dessus, donc j'ai passé mes examens pour faire l'UREPS, hein, pour devenir prof de gym. J'ai signé au Stade Toulousain pour aller faire donc ce diplôme de prof de gym à Toulouse. Et mes parents m'ont envoyé pendant un mois aux États-Unis, comme souvent les enfants le font, pour améliorer mon anglais en fait. C'est toujours le principe d'améliorer la langue anglaise. Et donc j'ai abouti dans l'État de Géorgie, à Augusta, bon, qui est plus connu pour son tournoi de golf, le Master, dans une famille. La veste verte. La veste verte, que voilà. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas que ça existait, mais bon. Et donc, je suis dans une famille très sympa. Et cette famille-là, en fait, m'a éclairé et m'a expliqué le système universitaire américain qui permet à tout jeune gens, garçons ou filles, de pouvoir faire du sport de haut niveau et des études de haut niveau. En France, c'était l'un ou l'autre. Vous faites du sport de haut niveau et vous vous limitez à être prof de gym, ou vous faites des études et vous faites plus de sport. Et là, par contre, tout d'un coup, il y avait l'opportunité de faire du sport à très haut niveau et de faire des études. Moi, je voulais faire des études de commerce, par exemple, et ça me permettait de pouvoir les faire. Le seul problème, c'est que ça coûtait très cher. Mon père, qui rêvait de voir son fils faire une carrière de rugby, n'était pas trop enthousiaste à l'idée de devoir rester aux États-Unis. Et donc, il fallait trouver un moyen de financer ses études. Et donc, étant sportif, le seul moyen, c'était de faire du sport. Et je trouvais que le football américain était le sport qui ressemblait le plus au rugby. J'ai donc tenté ma chance. Et comme le système universitaire, en fait, les écoles recrutent leurs joueurs hein, au niveau des lycées et des high schools, ce qu'on appelle. Mais en général, à l'époque, chaque collège, chaque université gardait une bourse et faisait au printemps ce qu'on appelait un walk-on day, où en fait tous ces joueurs qui étaient passés un peu entre les mailles du filet, qui n'avaient pas eu d'offre de bourse d'études dans des collèges, en fait, étaient invités à venir faire un camp de sélection. C'était sur 2 jours. Il y avait 10 épreuves, un genre de petit décathlon, avec des épreuves très spécifiques. Et le vainqueur de ces épreuves-là se voyait offert une bourse que l'université avait réservée pour ses walk-on, en fait. Et donc, tu as gagné ce truc-là? J'ai gagné ce truc-là, mais en plus dans un paradoxe incroyable, parce que il y a 10 épreuves, et bon, il y a du développé couché, des tractions, des shuttles, des sprints, et il y avait une épreuve, c'est appelé ça le mile plus mile. En fait, on vous fait courir 1 mile en moins de 6 minutes, vous avez 3 minutes de repos, et ensuite vous devez courir un autre mile, et tout est en fonction de barème, c'est-à-dire que c'est pas être vainqueur ou perdant, c'est si vous avez fait un certain temps, vous avez plein de points. En développé couché, si vous levez un certain poids, vous avez plein de points, ce système-là. Et en fait, moi, je sortais du rugby, je jouais 3e ligne, donc j'avais un très bon cardio. Et j'ai fait un temps tellement incroyable à ce mile plus mile, que ça m'a donné tellement de points, que ça m'a fait gagner la bourse, que j'ai fini premier. Et les Américains, étant les Américains, un deal c'est un deal, ils m'ont donc filé la bourse. Mais imaginez l'embarras de filer une bourse d'études à un mec qui a jamais joué, qui parle, qui bafouille l'anglais, qui a jamais joué à ce sport-là, et tout d'un coup, vous investissez $200 000, $250 000 en ce mec-là. Mais tu n'avais quasiment jamais touché un ballon de foot américain ce jour-là. Mais j'avais jamais vu. Mais même encore lors de ces sélections-là, je ne connaissais pas ce sport. Et ce qui était incroyable, c'est qu'à cause de ça, l'année suivante, il n'y avait plus que 9 épreuves. Ils ont enlevé le mile plus mile. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement déçus et écœurés de cette merde. Un mec qui a gagné cette bourse avec une épreuve qui est vraiment antinomique du football américain, parce que s'il y a vraiment un sport qui n'est pas dans le cardio, c'est vraiment le football américain. On est plutôt sur de l'action très courte, sur des moments très précis, très courts, très intenses, mais pas sur du cardio. Donc vraiment, cette épreuve-là, en fait, elle n'avait pas trop à voir dans le monde du football américain, mais elle était là, et ça m'a permis, moi, de gagner cette bourse, en fait. Et l'année suivante, ils ont annulé, ils ont arrêté cette épreuve-là.
Thierry, tu connaissais cette épreuve? T'as vécu, t'as des copains qui ont fait ces trucs-là, toi? Pour moi, en fait, je connais peut-être une ou deux personnes qui a joué à ce niveau-là. Parce que quand même, il faut expliquer un peu que University of Georgia, c'est pas n'importe quelle université au niveau de football. Parce que, c'est dans le SEC, qui est une conférence où le football, c'est vraiment le sport général, on va dire. Et que tous les garçons ont envie d'aller à Georgia. Dans l'état de Georgia, c'est University of Georgia où tous les garçons, ils ont envie de jouer. Donc moi, personnellement, je connais un ou deux personnes que j'ai joué avec au lycée qui ont joué à ce niveau-là, donc ça veut dire en division 1. Donc moi personnellement, j'étais loin d'être l'athlète pour aller jouer à l'université, parce que jouer à l'université, quand même, c'est un très bon niveau d'athlète, je dirais. Tu dirais, Richard, ce concours-là, pour cette bourse, il y avait combien de garçons qui concouraient ce jour-là, à ton avis, sur les 2 jours sur le camp? Il limite à 100, c'est-à-dire qu'il y a une sélection de 100. Et moi, j'ai eu la chance d'être ces 100-là. Pourquoi? Parce que la famille chez qui je vivais à Augusta avait accueilli un docteur, parce qu'à Augusta, il y a aussi une medical school. Et ils avaient accueilli un docteur orthopédique qui était devenu le docteur de l'University of Georgia, du football team. Et donc, la famille chez qui j'étais l'a appelé, il lui a demandé une favor, un service, et dit, écoute, j'ai ce petit jeune français, il veut essayer, est-ce que tu peux lui laisser, est-ce que tu peux demander au coach Dooley, enfin au head coach de l'équipe, en fait, de lui réserver un poste sur les 100 pour qu'il puisse au moins essayer de tenter sa chance. Parce que là aussi, il faut être présélectionné pour faire cette présélection. C'est un truc de ouf, quoi. Ce qui est complètement dingue dans cette histoire que tu racontes, Richard, c'est que quand tu la lis à l'envers, les mecs qui te donnent la place dans les 100, ils mettent pas $1 sur le fait que tu vas sortir en tête. Oui. C'est-à-dire, ils te disent, bon, le mec, ok, c'est un petit Françaoui, il va aller faire il aura vécu sa petite compétition américaine, il va rentrer chez lui, et le mec, il sort premier, ils ont dû se dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Non, mais le pire encore, c'est que non seulement ils disent quelque chose ce plan, mais dans leur tête, c'est merde, on a gaspillé une bourse. C'est-à-dire qu'on a filé $200,000 à un mec qui nous sera tout à fait inutile. Et la preuve, c'est que, tu vois, on va aller un peu plus loin dans l'histoire, c'est que quand je suis arrivé au premier entraînement, on arrive au summer camp, tu vois, ça c'était au mois d'avril, donc j'ai pas fait le spring. Au football américain, les saisons, c'est pendant l'automne, et il y a au printemps, en général, ce qu'on appelle des entraînements de printemps, un spring drill, où on fait un peu une mise à jour de l'équipe. Donc ça, moi, je l'ai pas fait, puisque cette sélection-là était après le printemps, hein, et donc je suis arrivé, moi, donc, l'été, pour le training camp et le camp de sélection, en fait, avec donc les anciens joueurs qui étaient là, plus les nouvelles recrues qui ont été sélectionnées des high school, et je vois bien que les mecs, ils vont pas me filer 1 minute de leur temps. Ils sont à la limite, ils ont 200 bourses. En fait, on ne pourra se baser que sur 182 joueurs, parce que le français, il servira à rien. C'était vraiment ça, je t'assure. Hein. Donc là, tu repars un peu à zéro à ce moment-là. Mais je repars pas à zéro, je repars à moins 1000, parce que là, ils me mettent... T'es à moins 1000. Ils me disent, qu'est-ce que tu veux jouer? Je sais pas. Bon, ben, tu vas jouer tight end. Ah bon, je devais être, tu vois, 20e dans la depth chart de tight end, et puis je suis dernier. En fait, tu es un peu ce qu'on appelle de la viande dans l'entraînement, parce que, bon, Ticket, il va plus se rapprocher de ça, mais tu as les joueurs, sur 125 joueurs qui sont un peu le staff, tu vois, de l'université, à l'époque, tu pouvais t'entraîner, tu n'en as que 50 qui vont pouvoir être sur le terrain, sélectionnés, et tu n'en as que 80 qui vont pouvoir jouer, tu vois, aux entraînements. Et donc, tu as 45 mecs qui sont souvent les premières années, ou les walk-on comme moi, qui servent là, qui sortent que de la viande d'entraînement. Imagine un bouclier vivant, c'est ce que tu es. Tu vas, et les mecs te rentrent dedans, et te rentrent dedans, et te rentrent dedans. Et j'étais destiné à faire que ça. Pour faire un petit transfert rugbystique, t'es le mec qui est même pas remplaçant en B, quoi. Exactement. Et on se demande ce que tu fous là, tu fais les tests avec les autres, on te file un gilet, on te dit vas-y mets-toi là, à la limite tu lances le ballon une fois de temps en temps ou tu le réceptionnes pendant que les mecs butent et puis c'est tout, quoi. Mais pire encore, t'es au campus, tu vois, entraînement de plaquage, toi tu plaques pas, tu fais plaquer. Et donc on te file un ballon et les mecs te rentrent dedans tout le temps. Tu es là pour ça. Et à la limite, c'est presque... Mais je pense qu'ils vont chercher un mec pour que j'arrête. Parce que je leur bouffe un budget pour un jeune qui peut-être aurait pu être compétitif pour l'équipe, et à cause du français qui a gagné ce truc-là, ils sont obligés, tu vois, au moins, ils sont quand même nobles, tu vois, ils ont le deal, ils m'ont filé la bourse quand même. Mais ils sont obligés d'avoir ce mec-là, quoi. Ils n'ont pas le choix. Ça, c'est la culture américaine, c'est-à-dire un deal est un deal. Un deal est un deal. Ça, c'est un deal. Et là-dessus, ils t'ont pas trahi. Par contre, après, ils ont essayé de te dire, bon, t'as pris le deal, maintenant, tu vas manger. Et il faut que tu sois là, donc on va t'utiliser, mais pour faire du boulot que personne ne veut faire.
Mais tu sais, l'histoire, elle n'est pas finie. Donc, je vais à ce premier training camp au mois de juillet. Donc, alors là, bien sûr, tu vois un enfer parce que, bon, déjà, c'est pas simple quand tu es dans les meilleurs joueurs. Quand tu es dans les plus mauvais, c'est encore plus difficile. Et là, pendant ces entraînements, coup de théâtre, tu connais, toi, Théo, un peu de football américain ou pas du tout? Un peu, mais c'est Ticket, notre expert. Mais un peu. En tout cas, j'essaie de m'y intéresser. Bon, ben, Tiki, il va comprendre ce que je lui dis. Et donc là, coup de théâtre, première semaine d'entraînement du training camp de l'été, le starting defensive end, qui est un senior, tu vois, qui est le mec qui va tuer tout le monde, il va sûrement aller dans la NFL. Le papa. Il se pète la jambe. Ah ouais. Jambe cassée. Le mec, on pensait qu'il allait tuer tout le monde. C'était le pass rusher qui devait tuer tous les quarterbacks. Le mec se pète la jambe. Saison terminée. Coup de théâtre, il faut trouver un pass rusher. Et là, en plein milieu d'entraînement fin de juillet, fin d'entraînement, voilà, on va faire un test. On va mettre tout le monde du point A avec un gars qui va protéger le quarterback et on va chronométrer quel est le joueur qui va du point A au quarterback le plus rapidement possible. Et là, tout le monde y passe, je te mens pas, tous les joueurs. Et là, je fais le meilleur temps. Chaque fois. Hallucinant. Mile to mile. Mais là, c'est pas le bateau. Là, il y a 15 mètres à faire, 12 mètres. Hein. Et chaque fois, tu vois, j'arrive à partir bien au ballon et j'arrive, tu vois, à passer le bloqueur. Putain, je gagne ça. Donc, tout d'un coup, ce mec-là, à qui ils ont filé le bourse, qui devait être tu vois, il dit, écoute, tu vas être le pass rusher. Tu connais pas le jeu, mais tu vas rentrer, on va te dire quand c'est que tu vas rentrer et ton rôle, c'est d'attraper le mec à le ballon. Tu t'en fous si c'est le pass, une course, si c'est le deuxième, troisième down. Je connaissais rien au jeu. Incroyable. Et là, donc, poum, je suis dans l'équipe. Alors, on va me mettre dans les équipes spéciales. Et là, premier match, on va jouer à Alabama. Alors, Tiki va comprendre. Quand même, stade de 98 000 places. Ouais. Ellis Stadium, tu vois, à Birmingham, Alabama. Moi, je sortais quand même, un an plus tôt, je jouais avec l'équipe de France junior à Rhodes contre les Anglais. On avait eu 400 personnes. C'était incroyable. Là, j'arrive au bout du monde, dans un endroit que même mes parents ne savaient pas où c'était, à Athens, Georgia. Devant, tu vois, et on va jouer contre l'Alabama, un état où personne ne sait où est l'Alabama en France, et devant 100 000 personnes. Alors, imagine, tu vois, l'expérience, les yeux, tu ne pouvais pas imaginer, quoi. Incroyable. Complètement hallucinant. Et ce jour-là, est-ce que tu fais quelques sacs? Est-ce que tu chopes un peu le quarterback ce jour-là? Non, parce que ce jour-là, Alabama, c'était déjà quand même, tu vois, un powerhouse, tu vois, il me faut rentrer un peu en troisième down, mais comme Alabama a vite mené, tu sais, là, Tiki va comprendre là aussi, c'est que comme l'équipe menait, en général, quand tu mènes en match, tu gères ce qu'on appelle la montre, tu vois, donc tu ne lances pas le ballon, tu gardes le jeu au sol, tu gères, tu vois, tu essaies de faire descendre l'horloge le plus possible, sans donner de chance à l'équipe de prendre le ballon. Ouais, donc peu d'occasions pour ça. Donc, comme tu vois, on est vite mené 20 ou 14-0, je sais pas. Donc, l'équipe en face garde le ballon. Et donc, moi, en tant que linebacker pass rusher, s'il n'y a pas de passe, je ne joue pas. Mais Richard, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 20 ans qui effectivement, un an avant, joue avec ses potes sous les remparts à Bayonne, une fois de temps en temps à Tarbes, une fois de temps en temps à Lannemezan, contre des mecs qu'il connaît, où il y a juste les parents derrière la rambarde. Comme tu le dis, coup de lumière, une fois de temps en temps, tu vas en équipe de France, t'as 200 personnes, c'est la fête. Et t'as 100 000 mecs aux États-Unis. T'as l'impression de vivre dans un film à ce moment-là, ou t'as la tête sur les épaules? Mais, moi, oui. Le problème, c'est que je peux le partager avec personne. T'es tout seul, en plus. Imagine en 84 ou 1985, j'appelle mes parents une fois tous les 3 mois, parce que ça coûte très cher le téléphone, et tu expliques ça. Et tes parents étaient bien gentils, mais ils ne te croient pas. Ils te croient à peine, ouais. Mes parents, à l'époque, rappelle-toi, à part Los Angeles, New York, Miami, quand tu vas commencer l'État de Géorgie, Athens, Georgia, Alabama, c'est quand même pas des mots qui sonnent tous les jours dans les repas en France. Même aujourd'hui, c'est pas les endroits où tout le monde sait où c'est, tu vois. Mais on va imaginer à l'époque. Et donc, je suis un peu coincé dans mon petit monde où tout d'un coup, je deviens un peu pas une superstar, mais tu vois, un peu l'espoir des pass rushers de l'équipe de Georgia, parce que je suis le seul pass rusher. Et je peux en parler à personne, parce que déjà, je parle pas très bien anglais. Et tous mes gars en France, je peux pas dire à mes potes, putain, j'ai joué devant 100 000 personnes, t'imagines, personne m'aurait cru, on dit là, le melon, il te prend pas qui, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, imagine en 85, bon, je sais pas si vous étiez né, vous, à l'époque, mais... Moi, je suis né en 74, mais moi, je te dirais après, parce que j'ai des cousins qui vivaient aux États-Unis à ce moment-là, donc je suivais par eux un peu le foot US. Je te dirais un truc après. Est-ce que, par exemple, les autres joueurs sur l'équipe, est-ce que c'était plutôt sympa avec cette idée, tiens, le Frenchie qui arrive, ou est-ce que ils étaient un peu jaloux dans le statut, tiens, il arrive, il prend l'espace walk-on, il a le scholarship et tout. Quelle était la réaction des joueurs, plutôt?
des coéquipiers. Non, mais tu sais, tu réfléchis comme un Français, là, Ticket, tu vois. T'es américain pourtant. Tu sais très bien qu'en Amérique, ça va toujours devant. Ouais. Il n'y a pas de. On regarde pas que le mec à côté, qu'est-ce qu'il fait. Il faut être meilleur que lui. Ouais. Donc, tout d'un coup, t'es plus français, t'es plus chinois, t'es plus australien. C'est ça. T'es le numéro 92 et il faut qu'il soit plus rapide. Il faut que sur un bloc, il te foute en l'air. Et ils s'en foutent en fait, tu vois, tu deviens vraiment, c'est ce monde un peu du sport de collège, quoi, en fait, qui est très compétitif, et on s'en fout qui tu es. Par contre, c'est qu'est-ce que tu peux produire sur le terrain. Ouais. Et on s'en fiche que je sois français ou pas, parce que les mecs d'abord ils savent pas où est la France, la majorité, c'est des enfants de Georgia, tu vois, du sud-est des États-Unis, on appelle la ceinture de la Bible, de Bas-Omer, tu vois, c'est des États très très durs. Alors, ils ont aucune idée, mais si tu te donnes un peu des questions qu'on me posait, tu ne croiras pas. Est-ce que vous avez de l'électricité? Alors, ils pensaient que l'Europe c'était un pays, tu vois, ils savaient pas qu'il y avait la France. Enfin, tu vois, c'était vraiment, je suis au bout du monde. Donc, les gens, en fait, comme ils pouvaient pas avoir aucune relation et partager avec moi parce que j'étais dans notre monde, eh bien, on parlait que le football. Et puis, c'était à moi de me mettre à leur système. C'est pas eux à s'adapter à moi, c'est à moi à m'adapter à eux. Et alors, pour avancer, à moins que Thierry, tu as peut-être une autre question, mais moi j'y vais parce que ça me chauffe toute cette histoire. Quand est-ce que tu réalises à ce moment-là, là tu as ton premier match, bon, tu es aux Bulldogs, donc tu as fait ton truc, tu es dans la culture américaine, tu es dans ta compétition, tu essayes de devenir meilleur à chaque fois, etc. Et à un moment, tu te dis, ouais, la NFL, c'est peut-être possible. Et là, c'est encore, je veux dire, tu rebascules encore dans un délire encore plus grand, quoi. Ouais, mais la NFL, tu penses qu'à ta dernière année. Parce qu'en fait, tu joues 4 années, tu es éligible pour jouer que pendant 4 ans. Hein. Donc, c'est très rare. Bon, maintenant, on voit des fois ce qu'on appelle des underclassmen, des joueurs comme des juniors, c'est des 3e années qui sont pris par la NFL, mais c'est assez nouveau, ça. À mon époque, c'était vraiment que des 4e années qui pouvaient être sélectionnés. Donc, ces 3 premières années, je suis complètement à l'ouest de tout ça. Mon rêve, c'est de pouvoir avoir mon degré de business pour montrer à mon père, parce que là aussi, pendant 2 ans, mon père ne m'en parle plus. Oh la vache. Tout d'un coup, son fils prodige, qui doit jouer au Stade Toulousain international, qui va être mon père a joué au rugby à la section palois, champion de France en 64. Je suis un peu, tu imagines, un papa et son fils, tu vois, quand je dis à mon père, papa, je rentre pas. Il te parle plus. Il me parle plus. Pendant 2 ans, il me parle plus. Ah, c'est incroyable. Et comme je pouvais pas rentrer parce que l'été, on avait les training camps, et à Noël, on avait souvent ce qu'on appelle des ball games, des finales d'universitaires. Et après, donc, ça te prend souvent toutes tes vacances de Noël. Tu joues en général, tu vois, les bonnes équipes jouer entre Noël et le Nouvel An. Et après, tu reprends l'école le 4 ou le 5. Donc, je ne pouvais pas rentrer. Donc, pendant 2 ans, je ne suis pas rentré. Et donc, mon père ne me parlait plus. Je parlais qu'à ma mère. Comme à l'époque, on ne parlait pas au téléphone, il y a pas de, on s'écrivait. Ouais, donc, mon père était très déçu au départ. Et donc, mon rêve, c'était, LFL, ça n'existait même pas. Je ne sais pas ce que c'était. C'était ramener un diplôme et montrer à mon père que j'ai eu raison. Que finalement, tu vois, ça m'a servi à quelque chose de rester en Amérique. Même si je n'avais pas fait la carrière de rugby qu'il aurait voulu que je fasse. Au moins, tu vois, papa, ça m'a servi à quelque chose. C'est un peu ça, mon but. Hein, c'est de prouver à mon père que j'avais fait un bon choix. Donc, ils sont jamais venus? Alors, au début, non. Par contre, dès que ma junior year, ma 3e année, où vraiment, tu vois, je commence à avoir de très bonnes stats, l'université a joué beaucoup sur ce côté du joueur français, le Frenchie, et ils ont créé ce qu'ils appelaient le Franco Georgia Day, où ils invitaient chaque année, ma junior year et ma senior year, tu vois, une délégation de Français avec mes parents, à qui ils offraient le drapeau qui était sur le Capitole d'Atlanta, tu vois, de l'État de Géorgie, le drapeau américain à mes parents, tu vois, ma junior year et ma senior year. Et donc là, ton père, il a compris, là. Ah, il a compris, parce que quand je lui disais que je jouais dans des stades de 90, il ne me croyait pas. Mais quand il a vu, il a finalement compris. C'est une aventure incroyable et difficilement partageable avec les Français. Parce que tu as l'impression que tu as la grosse tête, ou quoi. Tu vois, ça paraît tellement improbable par rapport à notre manière de vivre ici, que finalement, j'avais ma vie américaine et ma vie française, mais on ne pouvait pas trop partager les deux parce que les Américains n'étaient pas intéressés par ma vie française et les Français n'étaient pas intéressés par ma vie américaine. Mais on a dans notre podcast avec Thierry, on a parfois parlé, on s'intéresse parce qu'on a la chance d'avoir Thierry avec nous, au sport US en général, à la culture du sport et du coup au sport universitaire aussi. Et c'est vrai que le sport universitaire aux États-Unis, c'est une industrie. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on fait nous en France, c'est de la blague. C'est complètement un autre monde. Mais moi, j'ai été avec mes copains de la fac à Assas. J'ai été en 97, j'ai été champion de France des facs.
qui était même pas, on n'avait pas les STAPS, c'était pas le plus haut niveau de l'université, tout ça, mais c'était déjà un truc sympa. Mais on était en finale à Montpellier, il y avait 3 finales le même jour, les STAPS, les universités et les grandes écoles, et dans les tribunes, t'avais que les mecs qui avaient joué les matchs d'avant, quoi. Enfin, et les voisins, quoi. Mais le truc n'était pas du tout médiatisé, c'était un bon niveau de sport, mais ça n'avait rien à voir avec un phénomène culturel. Alors que là-bas, tu vois des stades entiers remplis pour les trucs universitaires, avec des spectacles de majorettes qui durent 20 minutes, avec des scénographies complètement incroyables, on dirait l'ouverture des Jeux Olympiques. Et donc, effectivement, c'est 2 mondes qui peuvent pas vraiment échanger tellement ils sont différents, c'est le sentiment que j'ai. Mais n'oublie pas qu'il n'y a pas de sport civil aux États-Unis. C'est-à-dire que le jeune qui a joué au football américain au lycée et qui n'a pas été sélectionné pour jouer en collège, en universitaire, ne jouera plus jamais de sa vie. Oui. Ni au football américain, ni au baseball, ni au hockey sur glace, ni au basket. Il pourra jouer avec ses copains dans la rue, il n'y a rien d'organisé. Donc cette personne-là qui a adoré ce sport-là, qu'est-ce qu'il fait le reste de sa vie ? Le vendredi, il va voir son petit frère ou son cousin jouer en lycée. Le samedi, il va voir son copain jouer en universitaire. Et le dimanche, il va voir l'équipe pro. Parce que le vendredi, c'est les lycées, le samedi, c'est les collèges, et le dimanche, c'est les pros. Donc, le même spectateur va remplir le stade 3 fois dans le week-end. Parce qu'il ne peut pas jouer au niveau civil, il n'y a pas de club. C'est une vraie différence. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Tu imagines qu'à 18 ans, tu adores le sport, tu n'es pas assez doué, tu ne joueras plus jamais de sa vie. C'est exactement ce que j'ai vécu, mais d'ailleurs tout ça en mangeant des chips, en buvant des bières, bien sûr. Et en fait, quand je suis arrivé en France, j'avais 25 ans, donc moi je vais jouer à lycée, et j'ai jamais joué à niveau universitaire. Il y a un seul gars de mon lycée qui a pu jouer en NFL quelques années. Donc vraiment, j'ai arrêté à 18 ans comme tout le monde. Et finalement, quand je suis arrivé en France à 25, 26 ans, je pouvais remettre le casque, les épaulières et tout ça. J'ai joué à Agnières avec les Molosses pendant quelques années après à Bron. Et pour moi, c'était fantastique. Et j'étais dans le même cas que vous, mais de l'opposé, dans le sens que personne, en France, le foot américain est très peu connu, mais tous mes amis, ils me croyaient pas que je jouais au foot américain en France. Oui, ça. Oui, bien sûr. Parce que dans leur esprit, ça n'existe pas. J'ai une question là-dedans parce que tu as dit que ils ont gaspillé un scholarship, ils ont gaspillé un bourse sur toi, mais finalement non, pas de tout, parce que tu avais sûrement le sac et tu es devenu le meilleur saqueur de University of Georgia après une université qui avait déjà presque 100 ans. Donc comment est-ce que tu as réussi d'être entre, on va dire, le freshman de première année qui connaissait pas de tout ce, qui a gagné le bourse sans mettre un casque de foot américain à devenir le meilleur saqueur de cette université? Écoute, tu vas être surpris et c'est grâce au rugby. Tu vas dire, mais comment grâce au rugby? Pour la bonne et simple raison que le football américain, c'est un sport quand même qui n'est pas très évolué, c'est très très simplistique. Et en fait, moi j'ai réussi à faire ce que je faisais parce que j'avais appris au rugby à éviter les contacts. C'est-à-dire que dans mon poste à moi, toutes les manières des joueurs d'aller faire un sac, c'était d'essayer de traverser le joueur en face. On appelle un rush, un bull rush, de traverser ce joueur-là. Mais moi, en fait, j'essayais de l'éviter à travers ce qu'on apprenait au rugby, le cadrage des bords, inter-exter, des feintes. Et ça, en fait, ces joueurs-là, ces gros tackles qui faisaient 2 mètres, 2 mètres 0,5, tu vois, 150 kilos, et qui étaient très difficiles à bouger physiquement, mais malheureusement, de par leur taille, ils n'avaient pas la vitesse pour pouvoir répondre à ces mouvements-là. Et d'ailleurs, une technique de sac qu'on a appelée longtemps à Georgia s'appelait le Tour de France. Parce que mon but, ma technique, c'était d'aller autour du protecteur pour choper le quarterback et pas à travers. Et c'est incroyable, c'est que grâce au rugby, parce que j'avais une formation, moi, Théo comprendra, de 3-4 centres. Après, grâce à mon gabarit, j'ai joué 3e ligne. D'accord, tu avais commencé à jouer derrière, donc tu avais des appuis d'un mec qui joue derrière. Et... Des appuis, sur le côté inter-exter, la feinte de deuil, la feinte de le corps, ces choses-là. Mais quand tu fais ça en face d'un mec qui fait 150 kilos, il peut pas réagir si tu un transfert de poids, transfert de gravité. Et ça m'a permis de réussir ce que je faisais. Et je te dis, ma technique, on appelait ça le Tour de France. Le sac de Tour de France. Parce que je faisais le tour du mec et je chopais le quarterback. C'est incroyable. Et c'était imparable. Donc après, ils étaient obligés de faire ce qu'on appelle une double, un peu comme au basket, tu vois, un double team, tu vois, où il y avait le tackle et un running back qui venait me bloquer parce qu'ils savaient que après ils passaient à l'intérieur. Mais c'était cette tactique-là. C'est grâce au rugby. Richard, est-ce que ça a inspiré, si ça a bien marché comme ça, est-ce que ça a inspiré, tu dirais, durablement certains joueurs maintenant? Est-ce que cette technique du Tour de France est restée? Et est-ce que maintenant, des linebackers ou des joueurs comme ça
essaye de fonctionner un peu plus dans l'évitement parce que ça marche et tu serais à l'origine de ce truc-là? Non, j'ai jamais été à l'origine et ça n'a pas marché. Par contre, ce qui a marché, c'est qu'ils se sont rendus compte que des joueurs, que tu n'étais pas obligé d'être très très costaud pour être un bon pass rusher. Et vers les années 90, on a retrouvé beaucoup de safety qui venaient faire du pass rush. C'est-à-dire qu'on prenait un mec qui était beaucoup plus leste, beaucoup moins costaud, mais beaucoup plus leste, et on le faisait rentrer dans des gaps, en fait, en faisant du pass rush, et puis ça amenait des sacs. Oui. Alors qu'à une époque, seuls les defensive line et certains linebackers arrivaient à faire du pass rush, mais c'était embouteillé, tu vois, il y a beaucoup de monde dedans. Et là, tout d'un coup, tu étendais ta ligne, tu fais venir un safety aux extérieurs ou aux intérieurs. C'est un mec qui est plus leste, plus rapide, moins facile à choper pour un gros, et il va faire des sacs. Et je pense que c'est venu un peu de ça, d'avoir des gens qui étaient... Ils se sont dit, est-ce que t'as pas besoin de faire 200 kilos pour être un très bon pass rusher? Oui, c'est et ça a amené un petit peu ça, tu vois. Presque une nouvelle position des edge rushers maintenant. On peut voir dans la draft. Exactement, où le mec il fait 235, 240 livres, tu vois, ça fait 112, 113 kilos. Il est moins costaud qu'un linebacker, mais c'est un edge rusher. Il vient que pour faire ça. J'avais une question sur le côté américain, de foot américain, c'est super militaire. On a 100 mecs, on s'est mis dans des rangées, on fait des jumping jacks et des burpees et tout ça. On clappe dans les mains, on tape dans les mains tous ensemble, on crie tous ensemble. Pour moi, en fait, c'est assez militaire. Est-ce que c'est gênant ou que tu as trouvé ça comment, en fait? Tu sais, c'est marrant que tu dis ça, parce que toi, tu l'as vécu jusqu'au lycée. Mais tu te rends compte que même jusqu'à la NFL, c'est le même entraînement tout le temps. C'est vrai. Warm-up, 7-on-7, 9-on-9, Oklahoma à la fin, drills. C'est le même truc. Et donc, tu as des petits jeunes qui ont commencé le football américain à 5 ans. Ils font exactement le même entraînement. Et puis, tu vas rigoler, mais je parlais à mon fils, tu vois, qui joue à Florida Tech, là, aux États-Unis. Et je lui dis, mais vos entraînements, c'est quoi? Mais c'est le même. 5 minutes de ça, 10 minutes de ça, calisthenics, sinon après 7-on-7, 9-on-9, tight ends against linebackers, offensive line, pass rushing. C'est la même chose. Ton fils, il joue quel poste là-bas? Il joue defensive end. C'est la même position. À Florida Tech. Mais il fait exactement les mêmes entraînements. Et donc, alors, on aime ou on n'aime pas, mais ce côté militaire, il y a quand même un certain respect de la hiérarchie. Et surtout, tout le monde est le même par rapport à la règle. Oui. C'est-à-dire que tout le monde fait les mêmes exercices. Et tout le monde, même t'as beau être le meilleur joueur, et bien tu vas faire quand même ton tackle drill. Tu vas faire ces trucs-là qui sont durs. Et ça, c'est quand même... tout d'un coup, tu te dis, putain, si tout le monde est logé à la même enseigne, si je suis le meilleur, mais je serai devant. Alors que dans des endroits où, des fois, qu'il y a des avantages, on le voit un peu en France dans certaines équipes où les mecs font 5 dans le terrain et le bon joueur, il en fait que la moitié. Tu as dû voir ça, Théo. C'est clair. Ouais, il s'en fout. Et puis, mais lui, il va jouer dimanche, toi, tu joueras pas, tu vois. Et ça n'existe pas là-bas. Tout le monde, et ça, c'est fabuleux. Alors, on aime ou on n'aime pas ce côté, cette pression tout le temps où tu sais qu'il faut te remettre en cause chaque fois. Mais moi, j'ai quand même beaucoup apprécié ce côté très militaire. Et de toute façon, quand tu as 125 joueurs, aux entraînements, bon, en NFL, on est moins, on est une soixantaine, mais si tu n'as pas une rigueur militaire sur l'organisation, attends, tu sais que les temps d'entraînement, tu vois l'entraînement qui est affiché avant d'aller sur le terrain, c'est à la minute. 9h, 9h04, échauffement. 9h05, 9h11, 7-on-7. 9h12, tu l'as vécu au lycée, peut-être tiqué, mais c'est comme ça tout le temps. Incroyable. Et à 9h11 exactement, ce drill, cet exercice s'arrête. À 9h12, on va à l'autre. Jusqu'à 9h24. Tu sais exactement. Et c'est toujours comme ça depuis la nuit des temps. Ça n'a pas changé. Je trouve incroyable que ce sport, qui n'évolue pas du tout en fait, parce que dans sa manière de jouer, dans sa stratégie et dans le type de joueur, c'est les mêmes mecs qu'il y avait il y a 40 ans. Tu vends le même produit et pourtant tu arrives à le remettre à l'ordre du jour chaque année. Comment ils font, je sais pas. Tu avais parlé plusieurs fois de la partie de devenir pro dans la NFL. J'aimerais bien parler un peu de ça, mais aussi pour le draft en elle-même. J'ai l'impression que toi, est-ce que tu avais pensé d'être drafté? Est-ce que tu n'avais pas déjà d'autres choses prévues avant de... Ouais, alors moi en fait, bon, j'étais français, c'était une belle expérience. J'avais eu mon bachelor, j'avais eu mon master, et à l'époque, je rêvais, tu vois, un peu de prouver à mon père que j'avais réussi. Et j'avais accepté de prendre un boulot avec Renault à Buenos Aires, en Argentine. En Argentine. Je finissais mon MBA parce que j'avais accéléré mon système universitaire avec la bourse pour pouvoir essayer d'avoir un master, parce que je savais qu'un master se négocierait beaucoup mieux en Europe qu'un bachelor, qu'un degré simple, en fait, tu vois. Donc j'allais à l'école tous les étés pour accélérer, pour avoir encore une année de bourse d'études. Et ma dernière année, en fait, je finissais mon master.
Et donc, j'avais accepté de prendre un boulot avec Renault à Buenos Aires, en fait. Pourquoi là-bas? Parce que, bon, je rêvais d'Amérique du Sud et puis c'était un boulot de cadre, tu vois. Enfin, ça me paraissait intéressant, mettre une cravate, tu vois, de sortir de ce monde du sport. Et c'est vrai que je pensais pas que je serais drafté jusqu'au jour où j'ai reçu, au début du mois de janvier, l'année de ma dernière année, l'invitation aux Combines. Les Combines, c'est une journée de sélection, comme j'ai vécu 5 ans plus tôt en tant que walk-on, où ils invitent les peut-être 500 ou 600 joueurs qui sont les plus à même de pouvoir être draftés. Et pendant 3 jours, tu es dans un camp à Indianapolis, avec toutes les équipes pro qui sont là, et tu fais les mêmes drills. Bon, il n'y a pas le mile plus mile, là, par contre, c'était un peu plus simple. Tu fais les mêmes drills, tu fais une visite médicale, tu fais des tests psychologiques, tu rencontres les différentes équipes, les différents coachs, tu vois, ce qu'on appelle des scouts, hein, c'est des recruteurs. Tu fais des sprints, des pompes, tout ça, et tu as une note. Et en fait, c'est ta note du combine qui te donne une valeur au draft. Et en fonction de ça, après, les équipes t'appellent. Tu dis, ouais, on sera peut-être intéressé. Moi, tu vois, je pensais que je serais pris au 2e tour. Les Falcons m'ont dit qu'ils prendraient au 2e tour. Donc, les équipes qui t'appellent. Après, et bizarrement, j'ai été drafté par les Cardinals de Phoenix au 5e tour, alors que j'avais jamais parlé avec eux. Green Bay m'avait appelé, Philadelphia m'avait appelé, Denver. Et je pensais vraiment que les Falcons, comme j'étais du coin, ça permettrait d'amener le sac, tu vois, agressé sur Atlanta, c'est à côté d'Athens, tu vois, dans la Géorgie, Atlanta, les Falcons. Donc, je pensais vraiment qu'eux me drafteraient, que je partirais chez eux. Et puis finalement, le 2e tour est passé et ils ont pris un running back, pam pam pam, et puis 3e tour, 4e tour, là c'est dur par contre, parce que tu t'es mis dans la tête que tu serais pris au 2e tour, tu vois. Et puis en fait, tu t'es pris au 5e tour, qui est le 2e jour, c'est pas le 1er jour, le 5e tour. Hein. Donc c'était un peu frustrant, mais l'expérience du Combine à Indianapolis, qui est aujourd'hui toujours la même chose. Hein. Le Combine, c'est toujours Indianapolis, hein, Lucas Oil Field, tous les trucs, tu as les mêmes drills, le 40 yardage, la shuttle, le saut en hauteur, où tu vas toucher, enfin, je sais pas comment dire en français, tu as toutes ces choses-là, qui sont toujours les mêmes choses, et on t'évalue de la même manière depuis 40 ans. C'est incroyable, ça. Donc, tu es drafté par Phoenix, et finalement, tu te retrouves plutôt à New England. C'est quoi le... Non, en fait, donc je suis drafté par... Bizarrement, Phoenix me draft au 5e tour, alors que l'année précédente, ils avaient drafté un pass rusher qui s'appelait Ken Harvey au 1er tour. Et ce mec-là, la première année, n'avait pas trop payé, bon, il n'avait pas trop joué, et donc ils ont pris un risque de me prendre moi au 5e tour pour voir si je pouvais mettre la pression, peut-être sur ce joueur-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que lui s'est senti un peu, oh là là, on m'amène la concurrence. Et en fait, j'ai pas joué. Ils m'ont mis en ce qu'on appelle une équipe de développement à l'époque, de 5 joueurs qui font la saison, tous les entraînements, mais qui ne jouent pas. Putain. Et donc, à la fin de cette saison-là, quand ils ont vu que leur premier tour, leur premier round, le joueur sur lequel ils avaient investi commençait à payer, quoi, ben moi, ils m'ont vendu. Ok, donc tu as quand même passé 1 an en Arizona à taper tous les entraînements et pas un match. Exactement, et pas un match. Et ensuite, donc, ils m'ont vendu à New England, qui eux aussi avaient un defensive end qui était connu depuis très longtemps, qui s'appelait Andre Tippett, qui était un très très bon pass rusher, mais qui arrivait en fin de carrière. Et donc, ils m'ont pris à moi en espérant que, bon, ce mec-là arrête et que je puisse le remplacer, en fait. Le problème, c'est que ce mec-là, il a jamais pris sa retraite. Et donc, il a fallu qu'en NFL, je me réadapte à un nouveau poste. J'étais plus pass rusher. Je couvrais des running backs, en fait, sur les 3e downs. Mon ticket, il comprendra un petit peu mieux. En 3e down, toutefois, des années 90, ils ont commencé à utiliser des running backs pour être des receveurs. Et ces gars-là, pour les couvrir, il fallait un linebacker qui soit assez rapide. Et donc, moi, je me suis recyclé à faire ça parce que dans les 3e downs, ils avaient déjà un pass rusher. Donc, il a fallu que je fasse autre chose. Et donc, je suis allé au New England Patriots pour jouer, en fait, comme linebacker, couvrir des running backs. C'est super chaud en fait, parce que déjà en 4 ans, tu avais quand même réussi de ne pas connaître le sport de tout et de devenir le meilleur sacker de l'University of Georgia, et d'un coup de complètement changer de position. C'est difficile à expliquer en rugby, mais c'est un peu d'être un 4-5 et d'un coup devenir un 8. C'est quand même assez différent. Mais c'est différent. Moi, l'avantage, c'est que bon, j'étais rapide, quoi. J'avais comme on dit au rugby, j'avais des cannes. T'avais des cannes. Et puis ça fait, on a beau dire, dans tous les sports, les cannes, il vaut mieux avoir des cannes que des muscles. Hein. Le mec qui est rapide, on va toujours le trouver quelque part où il peut jouer. Ça, c'est clair. Et c'est ça qui m'a aidé, moi, parce que j'avais affaire à des linebackers. Comme ces linebackers, en fait, n'étaient pas trop des pass rushers, mais étaient des defensive ends, hein, dans cette époque-là. Et moi, j'étais assez rapide.
il y avait vraiment un rôle qui était un peu parfait pour moi, quoi, hein, de rentrer pour couvrir de running back, en fait. Et je faisais ça. Est-ce que tu peux décrire cette passage de amateur, même si je pense qu'à l'University of Georgia, c'est presque un travail en temps complet quand même, quand tu joues à l'équipe de foot américain, mais cette passage d'amateur vers le professionnel, quelles étaient les grandes différences? En fait, c'est terrible. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de garantie de contrat. C'est-à-dire que ton contrat, tu le négocies avant la saison, il est divisé sur 16 semaines, 16 matchs. Ce contrat, en fait, il n'est pas garanti. C'est-à-dire que tu joues tes matchs le dimanche, le lundi, tu as un décrassage le matin, et l'après-midi, tu fais le point avec ton coach pour voir si tu as bien joué, mal joué. Tu as une feuille de salaire. Lui, il voit tes pourcentages de réussite, nombre de plaquages, nombre de sacs, nombre d'interceptions, tout ça. Tu signes, il signe, et tu vas à la comptabilité te faire payer le lundi soir. Mais le lundi soir, le lundi minuit au mardi minuit, c'est ce qu'on appelle le transaction day. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu n'as plus de contrat. Tu peux être vendu, échangé, viré, sans savoir ni pourquoi ni comment, du jour au lendemain. C'est-à-dire que, et si le mardi soir, minuit, tu n'as pas été appelé, c'est-à-dire que le mercredi matin, tu reviens dans ton club et ton contrat remarche. Donc ton contrat, en fait, qui est à l'année, est divisé par 16 matchs et n'est pas du tout garanti. Donc tu as cette pression constante. Psychologiquement, ça doit être très dur quand même, ça. C'est très dur. C'est très dur parce que tu peux pas prendre plaisir, en fait. Tu préfères avoir un bon match et que l'équipe perde que toi avoir un mauvais match et que l'équipe gagne. Parce que malheureusement, c'est ton contrat qui prime. Mais ça, par exemple, par rapport à ce que tu as vécu, ta culture de joueur de rugby avant, etc., où tu as vraiment la vie ensemble, le collectif, le match, parfois dur, gagné, perdu, après on boit des canons, et on fait parfois la fête, surtout quand on est plus jeune et pas encore trop pro et tout ça. T'as vécu ça un peu ou c'est complètement autre chose là-bas? Il n'y a pas cet aspect, on va dire, festif, post-match, on profite, on est un peu, je sais pas, reconnu parce qu'on a le maillot et on a du plaisir à avoir tout ça? Ou est-ce que finalement, tu as plus de pression et d'angoisse que de plaisir? T'as plus le plaisir là, tu l'as en universitaire parce que tu sais que tu peux pas être viré. Quand tu arrives en pro, on te fait au début du mois de février, tu as ce qu'on appelle un medical camp, un camp médical d'une semaine où on te teste tes os, tes ligaments, tout, pour voir à quel poids tu peux être le plus performant. Tu as 6 mois pour arriver à ce poids-là. Pendant la saison, tous les vendredis, tu es pesé. Et tu as le droit d'avoir 1 livre en dessus ou en dessous de ce poids. Sinon, tu paies $1000 d'amende par livre en dessous ou en dessous. Oh la vache. C'est-à-dire que tu as une pression constante. Et si tout d'un coup, tu ne fais pas ce poids, est-ce qu'il risque pas de te virer? Et si demain, tu as fait un bon match, mais parce que ton running back s'est blessé, il faut faire venir un mec pour... Est-ce qu'on peut te virer à toi? Tu n'as aucune... À moins que tu sois le quarterback, sur une équipe de football américain, il y a peut-être 2 ou 3 joueurs qui sont sûrs d'eux. Et même ces joueurs-là ne sont pas sûrs d'eux. Quand tu vois qu'il y a quelques années, bon, je ne sais pas si tu suivais Théo, mais Ticket a dû suivre, quand Peyton Manning n'a pas été renouvelé à Indianapolis, oui. Il a joué 15 ans, il a tout gagné chez eux, et c'est le meilleur des meilleurs. Le mec, on ne lui renouvelle pas son contrat parce qu'il est un peu vieux, et il faut lui filer $10 millions. Donc le mec, il s'en va ailleurs, il va gagner une Super Bowl avec Denver. C'est-à-dire que tu n'as aucune garantie. Alors si un mec comme lui, qui est quand même un super-héros du football américain, tu vois, n'a aucune garantie, imagine le pegno français moyen, qui est là, tu vois, à espérer tous les jours ou toutes les semaines de pouvoir faire l'équipe la semaine suivante. T'imagines, tu n'as aucune garantie de rien du tout. Donc tu es toujours dans le stress, et le seul moyen de battre ce stress-là, c'est s'assurer que tu n'as rien te reproché. C'est-à-dire que tu es le meilleur chaque fois. Donc tu t'entraînes, tu ne fais pas la fête, tu bois pas, tu assures, tu truques, tu étais là à l'heure, tu donnes aucune raison à ces mecs-là de te virer, outre ton performance sur le terrain. Donc en fait, c'est intenable. Heureusement que la saison ne fait que 4 mois. Oui, heureusement, ça dure que 4 mois. Alors, moi, j'avais une ou deux questions sur ta carrière en NFL, parce que à l'époque où tu y as joué, moi, je te disais, j'avais des cousins qui vivaient aux États-Unis, et mon cousin était fan d'une équipe un peu de loser qui a perdu 2 fois en finale de Super Bowl, qui était les Cincinnati Bengals. Et donc je voulais savoir si tu avais joué contre les Bengals, parce que moi forcément je les adore, parce que mon cousin les adorait, et parce que je trouve qu'ils ont un casque qui est vraiment superbe. Et puis je voulais savoir si tu avais joué contre les 49ers, qui les ont battus 2 fois en finale, et qui était la grande époque, là, Joe Montana et compagnie. Donc ça, même les Français connaissaient un peu, tellement ils étaient en haut dans cette décennie-là. Est-ce que tu as des souvenirs, des grands souvenirs aussi de joueurs exceptionnels que tu as croisés, qui t'ont impressionné par leur talent, leur charisme, leur force, leur je ne sais quoi? Il y a des trucs qui te restent? Ouais, 49ers, j'ai jamais joué contre eux, parce que même si c'était dans la même poule que Phoenix, je jouais pas Phoenix à l'époque, donc je les ai vus jouer, mais j'ai pas joué sur le terrain. Par contre, j'ai joué à Cincinnati, et à Cincinnati, ils avaient un tackle, c'est un protecteur de quarterback, qui
qui s'appelait Anthony Munoz, qui était sud-américain, mais bon, qui a vécu l'Amérique de sa vie. Un mec, il devait faire 2m08, 2m09, tu vois. Mais super, imagine un peu un LeBron James au football américain. Le mec, il était tout en proportion à 2m09. Il avait la même proportion que moi, en 90, tu vois. Un athlète extraordinaire. Exactement. Et le mec super talentueux, qui avait joué au rugby dans sa jeunesse, universitaire. Ah ouais. Et donc, on a joué l'un contre l'autre. C'est vrai qu'après, on s'est vus et le mec était très très fort. Je n'ai pas fait un sac ce jour-là ni rien, mais bon, je couvrais des running backs, moi. Mais je le voyais faire et c'était un super joueur. Lui, vraiment, c'est partie de ces joueurs qui m'ont super impressionné. Bon, on essaiera de trouver sur Internet 2-3 photos de ce gars-là et on le mettra en avant. Anthony Munoz. M-U-N-O-Z, Anthony Munoz. Okay, Anthony Munoz, ok. C'est un All-Pro, je crois. Je me demande s'il n'est pas Hall of Fame maintenant, d'ailleurs. Okay. D'ailleurs, dans le musée des meilleurs joueurs de la NFL. Donc lui, il jouait aux Bengals avec le casque tigré. Ouais, le casque, ouais, super. C'est vrai qu'ils avaient un super... J'adorais, moi aussi, leur uniforme avec des pantalons aussi sur le côté. C'était génial. Voilà, Théo, la fin de notre premier épisode avec Richard Tarditz. Nous allons avoir un deuxième épisode la semaine prochaine, donc revenez pour ça. Mais quelle histoire, son histoire. En fait, on a juste touché le début. On n'a même pas encore parlé de son parcours en NFL. On a juste touché sa carrière à University of Georgia, the Bulldogs. Mais quelle histoire. Ouais, on est avec lui, en fait. On est presque un peu là. On redescend de la DeLorean. C'est Back to the Future. Il nous a emmenés dans les années 80, dans le fin fond des États-Unis, où les mecs qui croisent savent même pas ce que c'est qu'un Français, et il devient le régal, et même une star locale dans cette école dont on sait que c'est une des plus belles universités à la culture sportive là-bas, et où on l'a dit, le sport en université là-bas, c'est quelque chose, quoi. C'est-à-dire que ça situe le niveau de performance de Richard à l'époque, et probablement aussi l'athlète qu'il était. Peut-être que toi qui a vécu ça aux États-Unis, tu vas nous redire dans quelle école tu jouais, et peut-être aussi quelle position tu jouais, mais quel athlète pour sortir numéro 1 sur les 100 en n'ayant jamais entendu parler de ta préparation physique, des mecs que c'est irréel. Bon, pour moi, aux États-Unis, à l'époque, j'étais pas un super athlète, hein. J'étais 1m87 pour aller 85 kg. J'avais pas encore ma belle silhouette de pilier, hein, pas encore, et ni la barbe. Mais moi, par exemple, donc j'ai joué au foot américain, j'étais pas spécialement bon. Je jouais la même position que lui, defensive end. Je me souviens, donc là, il a parlé des 40-yard dash, donc c'est un sprint de 40 mètres. Moi, par exemple, j'étais battu par un gars qui pesait 120 kilos. Donc, ce gars-là qui pesait 35 kilos plus de moi, en fait, c'était un tel athlète que lui, il a quand même joué au niveau universitaire, division 2, donc pas la division 1 comme Richard. Donc, ça montre quand même on va dire, le niveau de sport dans les lycées américaines. On commence de muscu très tôt, 15-16 ans. On fait tous ces exercices, le développé couché et tout ça, très jeune. Et on a l'habitude de faire ces exercices-là. Donc, qu'il arrive ce jour-là, il bat tout le monde. Je trouve ça excellent. Moi, ce que j'adore dans l'histoire, et on l'a dit plusieurs fois, c'est cette histoire le mile plus mile qui est supprimé l'année d'après. C'est absolument génial, parce que c'est un pied de nez, en fait, que ce mec-là, sorti un petit peu de nulle part, fait à tout le système. Manifestement, il le dit, le mile plus mile, c'est un petit peu bizarre comme épreuve, parce que c'est peu utile comme performance sportive dans le foot américain après. C'est là parce que c'est de la course, et puis que finalement, c'est bien de savoir courir, et ils ont jamais vu un mec qui était super bon en course comme ça, donc ils pètent tout le classement avec ça. Quel pied de nez sur un système dont il le dit, qui est hyper traditionnaliste, en fait, qui déteste changer et qui change presque jamais rien. Les échauffements qui sont encore les mêmes qu'il y a 40 ans. Richard Tarditz, il a fait sauter la 10e épreuve de ce truc-là. Et ça, c'est quand même génial. Ouais, c'est assez incroyable. Et puis moi, j'adore aussi, dans ce que Richard nous raconte, c'est aussi le chemin un petit peu de chacun de nous. Quand on est jeune, quand on se développe, quand on grandit, on veut toujours prouver à son père qui on est, quoi. Et souvent il le dit dans l'histoire, il dit, moi, mon père déjà m'a pas parlé pendant 2 ans, ensuite mon père, si je lui avais dit ça, il m'aurait pas cru, après je voulais avoir mon diplôme pour montrer à mon père que j'avais pas déconné, je voulais avoir un job avec une cravate pour montrer à mon père que j'étais pas qu'un mec qui court vite, ça il le dit pas, mais évidemment il le sous-entend, et donc ça renvoie vraiment, c'est universel en ce sens, c'est-à-dire le regard de ses parents sur soi, la réussite, ce qu'on projette, comment on se voit dans leurs yeux. Ça, c'est l'histoire de n'importe qui, et on n'a pas besoin d'être un grand sportif comme Richard Tarditz pour vraiment s'associer à lui dans ce chemin.
Ouais, tellement, ouais, tellement. Pour moi, c'est quelqu'un comme on a tous ce copain là, c'est le mec à 1000 histoires. On peut le connaître 15-20 ans et chaque jour, il va nous sortir une autre histoire. Donc, revenez la semaine prochaine pour le prochain épisode parce que je vous jure, il y a beaucoup plus. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore touchées. Toute son carrière en NFL, le rugby, son retour au rugby. On a plein de choses à découvrir ensemble. Allez, salut tout le monde et puis surtout revenez pour l'épisode 2 avec Richard Tarditz. Bye bye. Allez, ciao, ciao.